article Agir porte sur la fabrication de la décision au service de l'intérêt général. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Gendreau-Massalou et Frédéric Tristram, qui vont nous permettre d'appréhender la fabrication de la décision dans des contextes différents. Michel Gendreau-Massalou, vous êtes ancien recteur, conseiller d'État honoraire et vous avez également été secrétaire générale adjointe et porte-parole de la présidence de la République. Vous étiez donc au cœur du processus décisionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler d'événements qui vous ont marqué déjà à la présidence de la République? Oui. D'abord parce que, en prenant les choses en amont par rapport à ce dont vous voulez parler, c'est-à-dire la communication, j'ai eu l'occasion de voir que dans une décision qui se veut d'intérêt général, comme celle que présentent les politiques, il y a toujours des choses qui parlent à travers les politiques quand ils conçoivent la décision et la stratégie qui va leur permettre de la mettre en œuvre. Mais ce n'est pas un problème que vous êtes éloigné de connaître. Pourquoi ? Parce que moi, je suis sûre que dans vos décisions personnelles, il y en a qui relèvent de l'intérêt général. Parfois, vous êtes hors de votre pays d'origine quand vous venez faire des études. Et une des décisions que vous allez être amené à prendre, c'est est-ce que je vais rester dans ce pays où j'aime étudier ou enseigner quand je suis professeur? Est-ce que je vais y fonder une famille, y avoir un métier? Ou est-ce que je vais revenir dans mon pays d'origine? Ça, c'est une décision d'intérêt général. Vous allez vous demander si vous allez fonder une famille ou pas. Et beaucoup de vos décisions, là, auront un effet sur la natalité, qui est un problème. Vous savez bien que les pays européens ont une natalité en chute et qu'ils ne peuvent vivre pour que certains métiers trouvent preneurs que grâce à ceux qui viennent d'ailleurs, aux immigrants, qui sont une richesse. Donc ça, c'est des décisions d'intérêt général. Les décisions d'intérêt général que j'ai eu à connaître, j'ai vu comment une personne pouvait porter soit une adhésion à quelque chose qui la dépasse et qu'elle relaie, soit au contraire une opposition. Un des ministres chiraciens que j'aimais beaucoup dans la cohabitation, dans laquelle j'ai joué un rôle parce que je n'appartiens pas à un parti politique, c'était un ministre qui était un grand scientifique. Et ce ministre avait choisi d'adhérer au parti de droite. Et il me disait que dans ce parti de droite, il trouvait peu d'intérêt pour la science. Moi, je lui disais, mais pourquoi? Et il me disait, pourquoi? Je lui disais, pourquoi alors avoir choisi ce parti où vous n'avez pas finalement beaucoup d'écho? Et il me disait, c'est parce que quand j'étais élève à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, j'avais un voisin de chambre qui partageait ma chambre, ma turne, comme on disait, et qui tous les soirs lisait à voix haute un chapitre du Capital de Marx. À la fin de l'année, je ne pouvais plus supporter les marxistes. Et voilà comment j'ai choisi ceux qui parlent à travers moi. C'est-à-dire, voilà pourquoi je suis devenue qui je suis. Et puis j'ai vu Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, dont un assistant est un bon spécialiste des intervenants précédents. Et j'ai vu Pierre Mauroy qui, lui, portait positivement ce programme commun qu'il avait contribué à élaborer, les 110 propositions de la gauche. Et tous les matins, ils se demandaient où est-ce qu'on en est dans leur application. Il portait cela à travers lui. Ce n'était pas une conviction purement individuelle, c'était une voix collective. Il aimait le collectif, il aimait le nous. Et à travers lui, quand il s'agissait de la proposition numéro 53, c'est-à-dire la suppression de la loi Fallou, qui est la première loi qui a permis à l'enseignement privé d'avoir un début de financement de l'État, il disait non, on a prévu l'abrogation de la loi Fallou, il faut être conforme au programme commun. Alors j'ai aussi vu le président de la République, qui lui avait une volonté individuelle très forte, mais qui ne correspondait pas toujours à ce que lui dictait ce programme de la gauche. Il s'appelait François Mitterrand. Et François Mitterrand, à l'égard de cette loi, d'abord il savait qu'elle était peu aimée. Et il y a dans toute décision la préfiguration de ce qui sera ou pas l'acceptabilité de la décision d'intérêt général. Est-ce que c'est acceptable? Et là, ça ne l'était pas. Et puis en plus, Mitterrand avait autre chose qui parlait en lui. Vous savez, on est tous un peu portés par des choses, notre éducation, notre famille, nos convictions religieuses, tout ça, ça parle en nous. Et lui, il était porté par sa famille catholique. Et il disait, tu ne tueras point. Et la peine de même qu'il était hostile à la peine de mort, il était favorable à la liberté de l'enseignement, parce que ça faisait partie de ce que lui avait apporté sa culture de provenance catholique. Et donc, il n'a pas suivi le programme commun,
et il n'a pas voulu que l'on abroge la loi Fallou. Alors après, autre exemple de décision politique qui m'a frappée, parce qu'elle venait justement de Mitterrand, qui s'était engagé sur l'abolition de la peine de mort, parce que justement son passé catholique le faisait. Mais elle a été portée pour dépasser les obstacles, parce que vous parliez justement d'obstacles dans votre titre. C'est un titre magnifique que vous avez trouvé. Les obstacles, l'Assemblée nationale, le Sénat, une majorité de Français hostiles. Donc acceptabilité, et là, il faut quelqu'un qui soit le porte-voix de ce qui va se faire, de la décision d'intérêt général. Ce porte-voix, c'était Robert Badinter. Robert Badinter, toute sa vie, il a voulu la consacrer à l'abolition de la peine de mort, pas seulement en France. Il a aussi ensuite été à l'origine du refus d'extrader des condamnés dans des pays qui pratiquent la peine de mort. Il s'est battu toute sa vie là-dessus. Il y a apporté une conviction personnelle qui était hors norme, un talent d'orateur hors pair, un talent d'avocat. Et c'est lui qui a fait que l'Assemblée nationale puis le Sénat ne soient plus les instances d'opposition qu'ils auraient pu tout à fait rester. Donc il faut que cette décision conçue comme d'intérêt général, par une sorte de mélange de ce qui vous porte, qu'on ne connaît pas forcément, il faut presque un travail sur soi pour le découvrir, et puis ce que l'on veut, ce dont on est responsable, je veux. Je l'ai vu en effet s'exercer, y compris quand je suis devenu conseiller, et quand encore aujourd'hui, un conseiller à la présidence de la République écrit une note, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est du rationnel. On fait une colonne. Éléments pour, éléments contre. Et souvent, c'est une grande liste. Qu'est-ce qui plaide pour cette décision? Qu'est-ce qui plaide pour la décision contraire? La liste peut être très longue. Après, on conclut. Et dans la conclusion, il y a l'opinion personnelle. Moi, j'ai une seule fois, sur un bon millier de notes, une opinion personnelle qui était tout à fait à l'inverse de l'opinion du président. Ce n'était pas la seule fois, d'ailleurs, où je n'étais pas de son avis. Mais l'opinion personnelle n'engage que celui qui porte, alors que le reste donne une grille d'analyse, et une grille d'analyse surtout de tout ce qui va être hostile à la mise en œuvre de la décision d'intérêt général, tout ce qui va s'y opposer. Exemple, avant que je vienne à ma propre histoire, exemple, la politique des grands chantiers. Mitterrand pensait la ville en termes d'architecture. Il fallait des grands monuments que structure la ville. Il fallait que le musée du Louvre prenne la totalité de l'espace qui lui était consenti du temps des rois. Il fallait que le ministère des Finances trouvât une autre localisation parce qu'il était à l'étroit dans ce musée du Louvre. Il fallait que l'opéra fût reconstruit. Il fallait que du côté de la Tête Défense, il y ait un grand symbole de la grande traversée de Paris qui allait jusqu'aux Tuileries. Et là, les concours d'architectes, le dégagement d'un budget spécifique, le fait qu'on ait des milliards prélevés, ça a été un combat permanent, des oppositions permanentes. Non seulement les conservateurs, inspecteurs généraux des monuments historiques, qui trouvaient que le modernisme offensait le spectacle de Paris tel qu'il était, que la modernité n'avait pas sa place, mais aussi les budgétaires. Et il a fallu par conséquent une volonté hors du commun, un ministre décidé qui s'appelait Émile Biasini, le soutien du ministre de la Culture. La culture, c'est un instrument de modification de la façon de voir et de penser. Et dans la pensée de Mitterrand, il fallait que cela s'impose. Et aujourd'hui, le pari est gagné. Il n'y a qu'à voir les visiteurs de l'Ars de Spreekelsen, de l'Opéra Bastille et de la pyramide de Paye. Et puis moi, pour terminer, mon exemple personnel. Ça, c'est du multilatéral. Parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai voulu me détacher d'un horizon franco-français et représenter au fond ce que les langues du monde ont de pouvoir de relation. Et si je n'ai pas choisi de devenir professeur de français, c'est pas par manque d'amour pour cette langue. C'est parce que je trouve qu'il en faut plusieurs, que le seul danger, non pas de l'anglais, qui est une langue merveilleuse, mais du globish, c'est de voir un jour la planète réduite au monolinguisme en globish. Et que le moment où la planète sera ce qu'elle devra être, et ça c'est une pensée que j'ai eue dès mon jeune âge, dès que j'étais étudiante, c'est le moment où chacun pourra s'exprimer dans sa langue. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle me donne raison, puisque quand un Vietnamien demain parlera dans les rues de Paris à un Japonais, eh bien le Vietnamien pourra parler en vietnamien, le Japonais immédiatement comprendra ce qu'il dit en japonais.
Et donc, l'idée du français comme vecteur du plurilinguisme, le fait que moi j'ai choisi l'espagnol, l'italien et le portugais comme langue de travail, ça m'a amené à une réflexion quand j'ai été élue à la tête d'une institution qui, à l'époque, distribuait des bourses à des étudiants qui se trouvaient dans des universités différentes, bien sûr de France, de Belgique, de Suisse, mais également de tous les pays d'Afrique, pas seulement francophones, anglophones aussi, parce qu'il y a partout des départements de français, également bien sûr du Québec, qui finançait beaucoup, également du Vietnam, du Laos, du Cambodge, mais qui n'était pas, cette agence, elle ne finançait ni les étudiants, ni les professeurs, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait pas de bourse de recherche pour les professeurs en Amérique latine, dans les pays de l'Est, en Chine, au Japon. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a aucun étudiant qui soit intéressé par le plurilinguisme en Chine, au Japon, en Amérique latine? Dans mon conseil d'administration, j'avais eu aussi une autre bataille à conduire, qui était de résister au gouvernement. Le gouvernement voulait que ça devienne une agence gouvernementale, mais moi, je voulais que ça reste universitaire. Et donc, j'ai obtenu difficilement, et d'un ami pourtant, mais qui était hostile à ma position, mais j'ai obtenu que le conseil d'administration reste à former de 12 présidents d'universités, de 12 pays, donc des pays d'Afrique, du Vietnam, du Québec, etc. Et de 8 seulement, par rapport à 12, en fait, regardez où est la majorité, donc 8 seulement, représentant des pays, de pays francophones, du champ, donc de la vieille France en Afrique. 8 contre 12. Donc les 12, ils avaient toujours la dernière voix, leur dernier mot. C'était eux qui décidaient. Et ça, c'était très bien. Mais la décision la plus rude que j'ai eu à leur faire prendre, ça a été de dire il n'y a pas de raison que les bourses n'aillent qu'à ces quelques pays. La francophonie, elle est mondiale. Elle doit permettre à un Vénézuélien de se sentir fier de parler français s'il en a envie, à un Chinois de se sentir fier de parler français s'il le veut. Eh bien, ça m'a pris 4 ans. Et évidemment, il a fallu que je trouve des alliés. Quand Mitterrand voulait, à Bruxelles, et après lui, beaucoup de ses successeurs, trouver une décision favorable, il avait besoin d'un petit noyau. La décision d'intérêt général, pour la faire prendre et pour vaincre les obstacles, il faut souvent un petit lobby. Mitterrand, c'était bien parce qu'il y avait Kohl, qui n'était pas du même parti que lui, mais qui était un ami, et Delors. Et avant même que la décision ne soit sur la place publique, ils se téléphonaient, ils se parlaient, et c'est eux qui remontaient toute la mécanique politique qui fabrique la décision. La fabrique de la décision. C'est un très beau mot, parce qu'une décision, ça se fabrique. Et j'ai fabriqué comme ça la décision, aujourd'hui en vigueur, que l'Agence universitaire de la francophonie couvre le monde entier, et que vous pouvez être candidat à une bourse de l'Agence universitaire francophone, que vous soyez dans n'importe lequel des pays du monde. Vous trouverez toujours un directeur de bureau régional à votre disposition, toujours de quoi parler une des langues qui contribue à la diversité linguistique mondiale, sans laquelle il n'y a pas de véritable diversité des nations. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et pour la passion que vous y mettez. Alors, je me tourne à présent vers mon collègue Frédéric Tristram, historien aussi, maître de conférence, spécialiste de l'histoire des finances publiques. C'est l'actualité. C'est l'actualité. On aura une série bientôt sur les finances publiques. Soyez prêts. J'aimerais que vous nous parliez du processus de décision en matière de finances publiques. Les finances publiques, le budget, les impôts nécessitent une grande expertise. Quelle est la place de cette expertise et quelle est la place finalement de l'expertise dans la démocratie actuelle? Merci. Alors, en effet, c'est un sujet qui nécessite une certaine expertise, on va y revenir. Et puis, on a un thème ou un terme qui est celui d'intérêt général que l'on doit rechercher dans tous les domaines de l'action publique, et singulièrement en matière de finances publiques, où c'est particulièrement compliqué. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis un bon républicain, je crois en l'intérêt général, mais l'intérêt général ne doit pas nous empêcher de voir qu'il y a des intérêts, qu'il y a des clivages et qu'il y a des sensibilités qui vont s'exprimer
singulièrement en matière d'impôts, en matière de finances publiques, en matière de choix économiques et sociaux plus généralement, et qui sont légitimes. C'est-à-dire que l'intérêt général probablement existe, probablement est difficile à trouver, et que les clivages sont légitimes. Il faut être d'accord sur les règles du jeu, mais il est tout à fait légitime d'avoir des sensibilités différentes, y compris et surtout peut-être dans ces domaines très techniques que sont les finances publiques ou que sont l'impôt. Et on le voit singulièrement en ce moment, puisque la lecture qui est faite de notre situation est très partagée. Certains vont dire la France a connu depuis une quarantaine d'années une libéralisation de son économie évidente. Et c'est vrai. Nous sommes un certain nombre dans cette salle, nous sommes minoritaires, à avoir connu le contrôle des changes, à avoir connu le contrôle des prix, à avoir connu l'encadrement de toutes sortes d'agrégats, du crédit par exemple. Nous avons connu le carnet de devises pour aller en Belgique. Hein. Bon, tout ça a disparu et la France s'est singulièrement libéralisée en raison notamment de l'ouverture des frontières et de l'intégration à un marché mondial, d'une part. Et d'autre part, le poids de l'État n'a jamais été aussi fort qu'il l'est aujourd'hui dans nos économies, puisqu'on peut le suivre à partir d'un quotient qui vaut ce qu'il vaut, qui est parfois contesté, mais que je pense être un bon repère, qui est le taux de dépenses publiques, et la France est championne du monde en matière de dépenses publiques. Et donc, certains vont dire, vous voyez, nous vivons dans un enfer ultra-libéral ou néolibéral. Généralement, quand on dit que quelqu'un est néolibéral, c'est pas pour s'en féliciter. Et puis d'autres diront, mais nous vivons quasiment dans le socialisme le plus exacerbé. Et il y a des arguments qui vont dans l'un et dans l'autre sens et qui reflètent des clivages. Alors, il faut faire un peu de dialectique. Il faut voir pourquoi l'État a à ce point grossi en volume, et c'est peut-être pas dénué de tout lien avec l'idée qu'il y a eu une libéralisation, une ouverture des frontières, etc. Bon. Donc il faut déjà faire un diagnostic. Et puis ensuite, il faut voir comment on peut peut-être agir dans le sens de l'intérêt général et d'avoir une décision publique dans ce domaine où il y a de très nombreuses forces qui vont s'opposer. On le voit aujourd'hui. Monsieur Barnier est arrivé au gouvernement, il a dit nous allons faire 40 milliards d'économies et puis 20 milliards de hausses d'impôts. Finalement, on comprend que ce ne sera pas ça, que ce sera quasiment que des hausses d'impôts. Quasiment que des hausses d'impôts. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont des obstacles pratiques et qui tiennent aux résistances de l'opinion publique. Et puis, il y a cet obstacle qui fait que ces disciplines sont à la fois extrêmement complexes, extrêmement compliquées. Je crois qu'en matière de technique gouvernementale, il n'y a rien de plus compliqué que l'impôt. D'une part, et d'autre part, qu'elle concerne l'ensemble des citoyens. Nous payons tous les jours, quasiment à tout moment de notre vie, des impôts. Donc nous sommes à la fois extrêmement concernés par ce domaine et nous sommes très peu informés des moyens, des voies et moyens pour réformer les choses. Donc voilà un peu j'ai pas répondu à ta question, hein. Pas du tout. Mais j'ai essayé de déblayer le terrain pour éclairer un processus de décision. D'accord. Donc, c'est pour mettre des points sur la copie, pourrais-tu répondre à la question de l'expertise? Alors, à la question de l'expertise, j'ai répondu. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a très peu de spécialistes, où il y a... quand j'avais regardé, par exemple, dans les partis politiques, aussi curieux que ce puisse paraître, sur une durée longue, hein, j'ai étudié cette question depuis 1945, dans des grands partis politiques, il y a un ou deux experts. Un ou deux experts. Je peux nommer à telle période l'expert du Parti socialiste, spécialiste dans la fiscalité. Il y en a un ou deux. Hein, il y en a un ou deux.
Qui sont les experts? On va les retrouver dans des partis politiques, quelques députés, on va les retrouver au patronat, où là, il y a une expertise importante. On va les retrouver dans des syndicats ouvriers, où il y a une expertise importante. On va les retrouver à l'université, surtout dans les départements de droit, un peu dans les départements d'économie, très peu dans les départements de sciences sociales. Et donc tout cela, ça fait, je dirais, une centaine de personnes en France qui partagent un langage commun, c'est-à-dire qui ont la maîtrise essentiellement d'un vocabulaire, ensuite de quelques techniques, mais essentiellement d'un vocabulaire. Et donc, il y a un hiatus entre l'immense majorité des citoyens très concernés et ce petit cercle, je ne dis pas élite, ce petit cercle de spécialistes et d'experts. Merci beaucoup. Alors, pour clore cette table ronde, je vais donner la parole à un étudiant, Livio Clinclair, qui est étudiant en B3, qui est secrétaire général de l'association APH, Affaires publiques HEIP. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Merci, madame Gendreau Massalou. Merci, monsieur Tristram, pour cette intervention et surtout merci pour votre expertise, justement. J'ai une question qui est ressortie, c'est en rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur les lobbies. Je vous ai entendu sur cela et j'ai choisi d'en parler justement. En quoi les décisions politiques actuelles vont ou non dans le sens de l'intérêt général et pourquoi justement certaines de ces mesures semblent éloignées de celui-ci? Voilà, merci beaucoup. Alors d'abord, il faut regarder la pluralité des facteurs qui interviennent. Certains, en effet, tiennent évidemment à l'état de ce qui transmet l'opinion. C'est-à-dire tous les médias, tous les réseaux, cette espèce de revue de presse que tout chef d'État reçoit tout le matin, et puis la lecture qui en est faite par ceux qui connaissent les influenceurs, ceux qui connaissent les agents de communication les plus efficaces, ceux qui connaissent les grandes figures de journalisme, qui relaient l'immédiat de la sensibilité immédiate. Tout cela se greffe sur d'autres facteurs qu'il faut également prendre en compte, c'est-à-dire la temporalité de la décision à prendre. Et dans cette temporalité, il y a le fait que tel lobby qui, il y a 8 jours, s'occupait de l'état des marchés agricoles parce que les agriculteurs avaient eu une mauvaise saison dans le Midi et de la sécheresse, eh bien, aujourd'hui, il s'occupe de la perspective de voir des impôts qui vont grimper dans certaines catégories sociales et affecter les retraités ou les riches ou un certain nombre de populations. Donc, il y a une retransmission de certains facteurs qui arrivent immédiatement à celui ou à ceux, c'est-à-dire le gouvernement, les décideurs institutionnels qui sont multiples, les hautes administrations, les postes d'ambassade à l'étranger, et bien sûr tous les relais et les courroies qui vont finir chez le Premier ministre et au Président, et puis les syndicats, et puis tout ça. Et donc, cette multiplicité de facteurs fait qu'on a le choix entre se laisser influencer par les derniers qui parlent. On a dit récemment que c'était souvent le cas, mais moi, j'y crois pas. Je crois que les hommes politiques aujourd'hui, pas seulement en France, parce que je ne regarde pas que la France, ont à leur disposition des outils si nombreux, voient un nombre de personnes si important, que les lobbies de toute nature, y compris les contre-lobbies, ont tout pouvoir de s'exercer et de leur dire attention, vous allez tomber entre les griffes des pêcheurs qui vont vouloir un petit surplus, etc. Bon, alors, il leur arrive de caler. On dit beaucoup que dans la dernière période, il y a eu trop de cadeaux et que les lobbies, là, ont joué un rôle. Mais ça se discute. Donc moi, avant de juger et de condamner un politique quel qu'il soit, je demande à examiner tous les éléments d'information qu'il avait, examiner aussi la portée d'une décision qui n'est pas la même selon que l'on la regarde dans l'instant, dans les mois qui suivent, ou à l'intervalle qui va être celui de 3 ans, de 5 ans, quand on va voir les effets à long terme d'une semaine de congé supplémentaire pour les papas, etc. Donc, prudence avant de juger et de critiquer. Frédéric ? Oui, je vais dire exactement la même chose. Les groupes de pression ou les groupes d'expression sont légitimes. Donc, vous ne pouvez pas faire de politique
sans recevoir l'avis des principaux intéressés. Vous ne voulez pas prendre une décision en matière budgétaire et fiscale si vous n'avez pas l'avis du patronat. C'est absolument évident. Et donc c'est normal qu'il y ait des experts patronaux qui s'expriment. Voilà. Et c'est normal qu'il y ait des experts dans des syndicats ouvriers, dans telle ou telle catégorie. C'est absolument légitime. Donc il n'y a pas un intérêt général qui flotterait comme ça, d'une façon immanente. Bon. Voilà. Après, il y a, et c'est tout aussi indispensable, des règles qui doivent encadrer l'expression de ces groupes, et notamment des règles de publicité. Je crois que c'est le cas, notamment au niveau européen. On critique beaucoup l'Union européenne, le Parlement européen, etc. Au Parlement européen, les lobbies, comme vous dites, sont enregistrés et il y a des règles de publicité qui interviennent. Donc, c'est assez simple. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci, Livio.